Je perds énormément d'oseille et apparemment ça vous plaît puisque vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la vidéo où je perds de l'oseille. Donc merci beaucoup de votre soutien. Continuez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à donner votre avis. Nouvelle vidéo cette fois-ci sur les ETF parce que comme je vous disais, vu ce qui se passe en ce moment, ça peut-être un placement judicieux. En tout cas, je vois qu'autour de moi, on est beaucoup à le penser. Il y en a qui sont déjà investis depuis un moment en ETF, moi-même, mais en faible pondération. Mais là, il y a beaucoup de questions qui se posent parce que justement, même les ETF se perdent, enfin pas sous-performent, mais font perdre de l'oseille à beaucoup de gens. Donc, que faudrait-il faire? Est-ce que c'est la panique? Est-ce qui, au contraire, c'est juste passager? Donc, si tu regardes ce contenu, c'est que toi aussi tu te poses les mêmes questions. Donc, je vais essayer de te répondre au mieux, de la manière la plus claire et la plus appropriée possible. Tout d'abord, ETF, cela signifie en anglais Exchange Traded Fund. Je ne sais pas si mon accent est bon. En tout cas, je te l'écris juste en dessous pour que tu puisses rechercher par toi-même des infos supplémentaires. Donc concrètement, c'est un fonds négocié en bourse ou alors fonds coté en bourse. C'est concrètement un fonds de placement en valeurs mobilières dont les parts peuvent être tout simplement négociées en bourse. En bourse, il faut savoir qu'il y a plusieurs moyens d'investir. Donc, la première, c'est vous y connaissez rien, vous appelez votre banque et vous dites je veux investir en bourse. Et donc, eux, ils vont définir avec vous votre type de profil, votre profil type. Soit vous êtes plutôt un investisseur dynamique, ça veut dire qu'en gros, vous êtes prêt à prendre un max de risque pour gagner un max d'oseille. Soit vous êtes plutôt un investisseur, on va dire, équilibré. Et dans ce cas-là, ils vont équilibrer certaines de leurs positions dans votre portefeuille. Et enfin, soit vous êtes plutôt un profil prudent, concrètement. Et dans ce cas-là, ils vont choisir pour vous des portefeuilles, dans votre portefeuille, pardon, des produits plutôt stables et peu volatiles. Donc, ceci correspond plutôt à une gestion, on va dire, active du portefeuille par un professionnel de la finance. Ensuite, il y a la gestion passive. Donc ça, c'est en lien avec les ETF. Je vais y revenir. Et enfin, il y a la gestion, on va dire, je dirais, autonome, où vous, tout simplement, ou moi, par exemple, moi, c'est mon cas, j'investis dans des actions et des ETF par moi-même, tout seul, de manière autonome, sans rien demander à personne. Concrètement, ça se résume par ceci, hein. Donc, un, gestion active, vous ne faites rien, vous payez un professionnel de la finance pour qu'il fasse tout votre travail. Et dans cette gestion active, il y a différents types de profils, donc dynamique, équilibré, prudent. Ensuite, gestion passive, donc les ETF, je vais y revenir, c'est ça qui nous intéresse. Et enfin, la gestion autonome, ce que je fais actuellement, où j'achète moi-même mes actions et mes ETF. Complètement. Plus la solution est simple et moins elle est performante. Et pourquoi elle est moins performante? Parce que si vous passez par un professionnel de la finance et que vous lui filez du pognon pour qu'il achète des actions et des ETF à votre place, eh ben, il va prendre sa commission, il va vous prendre des frais. Et donc, plus vous lui demandez d'agir et plus les frais vont augmenter. À l'inverse, si vous êtes autonome comme moi, eh bien, il y aura moins de frais. Néanmoins, les frais ne sont pas nuls parce que vous êtes obligé de passer par une plateforme de banque ou de courtage. Donc, pour ma part, c'est Bourse Direct, donc c'est une banque en ligne, notamment spécialisée en bourse. Et justement, à chaque fois que je passe un ordre d'achat d'actions ou de revente d'une action, et même chose pour un ETF, eh ben, j'ai des frais de courtage en lien avec ces différents ordres. Il faut savoir que des ETF, il y en a des milliers. Oui, oui, je précise bien, il y a des milliers. Il y en a des Français, il y en a des Américains, il y en a exposés sur le monde entier, il y en a exposés uniquement sur le marché US, il y en a exposés uniquement sur l'Europe, il y en a uniquement exposés sur les matières premières, sur le luxe, etc. Donc,
Concrètement, vous imaginez un entonnoir parmi lesquels, pardon, il y a des ETF, on va dire, qui sont en haut de l'entonnoir, donc très large. Donc, je vais vous citer notamment l'ETF qui se base sur le MSCI World. Il y en a plusieurs, donc ce sont les suivants. Ceux que vous voyez affichés en bas de l'écran, là, notamment CW8, WLD, etc. Et en fait, ils ont chacun leurs caractéristiques qui leur sont propres. Il y en a certains qui sont d'origine américaine, comme ceux de BlackRock qui s'appellent eShares notamment. Il y a ceux de Lyxor Amundi, hein, donc c'est la même chose. Il y a ceux qui sont capitalisants et ceux qui sont distribuants. Donc je le rappelle, capitalisant, c'est que justement, et ça ne verse pas de dividendes et les profits générés par ces ETF, par ces fonds, eh ben, ils sont réinvestis dans le titre. Et distribuant, bah, tout simplement, ça verse des dividendes comme certaines actions à dividendes. Donc, tout dépend de ce dont vous croyez, de votre épargne également. Alors, bien sûr, voilà, dans la tête de beaucoup d'investisseurs, c'est les États-Unis qui sont les leaders incontestés en bourse et en finance. Et moi, au fil du temps, bah, je suis d'accord avec eux. Après, effectivement, pour investir en bourse sur des produits américains, il faut impérativement un CTO, donc ce qu'on appelle un compte-titre ordinaire. Donc via un PEA, c'est pas vraiment possible, sauf que la subtilité, c'est que bah, vous imaginez bien que tous ces fonds d'investissement là, type BlackRock, Lyxor Amundi et j'en passe, BNP entre autres, eh ben, ils pouvaient pas passer à côté de tout cette oseille, tout notre oseille. Donc du coup, ils ont proposé des différents ETF éligibles au PEA. Et donc, vous allez me dire, mais comment ça fonctionne puisque nous, on souhaite par exemple investir sur des actions américaines via un panier de valeur type ETF, basé sur le SP 500 par exemple, ou le Nasdaq. Eh bien, en fait, ce sont des ETF non physiques, hein, parce que par exemple, les ETF physiques, bah, tout simplement, c'est un panier de valeurs où, quand vous investissez dans l'ETF physique, eh ben, vous achetez un panier de valeurs comprenant différentes valeurs. Par exemple, un ETF CAC 40, eh ben, ça sera un panier du CAC 40 comprenant des valeurs du CAC 40, tout simplement. Et les ETF synthétiques, c'est ceux qui, entre guillemets, ont plus la cote, puisque justement, ce sont des instruments financiers très intéressants qui nous permettent de contourner, entre guillemets, la législation, hein. Donc, en fait, c'est tout à fait légal, puisqu'en fait, lorsque vous achetez un ETF synthétique du style, pour ma part, PINR pour l'Inde, ben, l'Inde, c'est pas du tout éligible au PEA, ça fait pas partie de l'Europe, hein. Donc je le rappelle, un PEA, c'est plan d'épargne action, c'est pour valoriser, pour inciter les gens à acheter, à investir dans les actions européennes, hein, notamment. Et donc il y a un avantage fiscal là-dessus. Donc dans mon PNR, là, dans mon India de Lixor, eh bien, en fait, l'argent que j'investis dans cet ETF, donc qui va aller dans ce fonds de placement de Lixor. Et en fait, eux, ils vont effectuer des manœuvres, on va dire, financières en lien avec des banques indiennes, je pense, pour justement leur acheter leur performance. Donc pour l'Inde, je l'expliquais dans une précédente vidéo, l'Inde c'est l'indice boursier de l'Inde, c'est le Sensex 30, SEX 30. Et donc moi j'y connais rien en Inde, mais ça a le vent en poupe depuis plusieurs années maintenant. Et donc, en fait, pour profiter de cette surperformance, hein, parce que clairement, ils surperforment le reste, hein, moi je suis à plus 25% rien que sur l'Inde, eh bien, là où le CAC 40 paiera 1% chaque jour, là, il fait très mal. Et les États-Unis aussi, là, l'ETF sur le SP 500, il perd 2% au moment où je vous fais la vidéo. Et donc, en fait, tout simplement, ces fonds de placement, là, type Lyxor Amundi ou BlackRock, et ben, justement, je vous disais, via des ETF synthétiques, des ETF, je crois, ils appellent ça swap, donc échanger, et ben, en gros, ils font des échanges entre ce qu'on leur file, et eux, ils leur filent, en gros, leur surperformance. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut en profiter.
moyennant des frais bien sûr. Donc pour le PINR, donc le ETF India, le seul éligible au PEA dont je suis entre guillemets actionnaire, propriétaire, eh bien, il y a les frais de courtage lorsque vous achetez ou revendez l'action, et il y a des frais de gestion annuels. Donc pour le PNR, il me semble qu'ils sont de 0,85% par an. Alors exactement, moi ça fait pas encore un an que je les ai, donc je sais pas exactement comment c'est prélevé, si c'est sur la performance, si c'est sur mon PRU, donc mon prix de revient unitaire qui augmente au fil du temps. En tout cas, lorsque j'ai acheté mes actions PNR, à chaque fois que j'en achetais des ETF, eh ben, j'avais ces frais de courtage et ces frais de gestion qui étaient automatiquement euh, prélevés sur mon compte. Donc, reste à savoir si comment ça va se passer au bout d'un an pour ces frais de gestion. Alors, il y en a qui m'ont demandé en commentaire comment était un peu réparti mon portefeuille. Donc, je rappelle, j'ai un PEA. Eh bien, tout simplement, j'ai surtout des actions issues du CAC 40, hein, c'est pour ça que j'ai très mal à mon portefeuille en ce moment. Mais j'ai également deux ETF, donc à savoir PINR qui représente exactement 1,5% de mon portefeuille. Et le deuxième, c'est mon ETF PE 500 de Amundi qui reflète la performance du S&P 500 et lui, il représente à peu près 6,5% de mon portefeuille. Donc vous voyez, ça fait moins de 10% de mon portefeuille, ce qui est a priori pas beaucoup. Néanmoins, je voulais me lancer dans les actions et voir un peu comment je pouvais m'en sortir. Et puis j'ai fait ça selon mes croyances, mes convictions, mes pronostics, si je puis dire. Euh, donc, comme vous l'aurez compris, j'ai notamment pas mal investi dans LVMH, hein. D'ailleurs, je continue d'y croire, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, du luxe qui a pas mal performé, qui a tout excellé, qui a tout défoncé au cours de ces dernières années et qui là maintenant est un peu dans le dur. Moi, je pense que ça va remonter, le luxe, hein. Le luxe reste le luxe. Et donc voilà, ça fait moins de 10% pour mes ETF. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que j'augmente cette proportion d'ETF? Si oui, jusqu'à combien? Est-ce que je fais du 50-50? Est-ce que je fais du 30-70? Dans quoi j'investis? Est-ce que je continue à augmenter mon ETF India? Est-ce que j'augmente mon S&P 500? Est-ce que je décide de me lancer dans le fameux ETF Nasdaq x2 qui surperforme tout depuis un bon moment, hein? Il me semble qu'en septembre 2023, il est sorti, il était aux alentours de 600 euros et il est monté jusqu'à début janvier 2024 à plus de 900 euros. Donc vous vous rendez compte, ça fait plus de 50% pour le Nasdaq x2. Alors je précise hein, que le Nasdaq x2, il y a le terme x2. Et x2, ça veut dire bah, que ça multiplie les gains par deux. Mais si cet ETF baisse, hein, parce que le Nasdaq baisse, hein, vu qu'il reflète le Nasdaq, et ben les pertes aussi sont multipliées par deux. Donc prudence là-dessus, hein, c'est ce qu'on appelle un peu un produit à effet de levier. Et donc je le rappelle, le Nasdaq comprend les 100 meilleures valeurs technologiques américaines, notamment les 7 magnifiques, Google, Amazon, Meta, Apple, Nvidia, Tesla et Microsoft. En conclusion, les ETF, c'est bien, ça peut rapporter gros, ça peut permettre à certains investisseurs de dormir tranquille, hein. Moi, l'Inde, je dors comme un bébé, hein, franchement, voilà. Ceux qui ont le Nasdaq x2, bah, je pense aussi qu'ils dorment très bien. Le S&P 500 aussi, hein, franchement, il est pas mal, hein, je regrette pas du tout, hein. Alors pourquoi j'avais passé du EWLD au PE 500? Tout simplement parce que je me suis dit que le PE 500 performait mieux que le EWLD, vu que le EWLD est un ETF World et il comprend à 70% des valeurs US, donc pourquoi pas miser tout simplement sur les valeurs US? Et je pense que j'ai bien fait, hein. De toute façon, les stats sont en faveur du S&P 500 plutôt que le MSCI World, en tout cas sur les dernières années. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix.
C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et puis à commenter bien sûr parce que là il y a beaucoup de choses à dire et je vois que tous les avis diffèrent. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as comme ETF, ce que t'en penses. Et puis voilà, je te dis à plus pour de nouvelles aventures. Salut.